Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous asseoir pour que nous puissions commencer cette conférence plénière intitulée « Construisons laïcité de demain ». Je vous remercie par avance de votre attention et je cède la parole à Clarisse et Yasmina. « 4 juillet 2075. Extrait du Municipal Times. L'Assemblée générale des cités et collectivités territoriales unies lance aujourd'hui sa session d'ouverture. Maires, présidents et présidentes sont massivement présents aujourd'hui à New York. L'enjeu est fort. Sous la houlette de sa présidente, Madame la maire de Bogota, les élus locaux doivent décider de leur nouveau cadre stratégique. Après les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs du développement durable, le pacte du futur et enfin la charte des cités et territoires unis, les collectivités territoriales sont désormais des pièces incontournables de la gouvernance mondiale. Depuis l'AG de 2060, des places d'observateurs sont accordées aux représentants et représentantes des États, dont la voix sera portée cette année par la présidente de la République française, historiquement connue pour son engagement en faveur de la gouvernance territoriale. La coopération décentralisée maille désormais la planète. S'appuyant sur les technologies les plus abouties en matière d'IA et de télécommunications et au réseau de collectivités territoriales, les collectivités partagent systématiquement leurs expériences en matière de politique locale. En effet, l'expérience a montré que ces échanges ont permis de monter en gamme des politiques publiques locales et donc un mieux vivre essentiel pour les populations. Les villes occidentales ont notamment, grâce à ces échanges, rattrapé le retard en termes de résilience climatique. Les liens tissés entre les populations, sous l'impulsion des élus et élus locaux, alors que la première moitié du XXIe siècle avait été marquée par le regain des tensions, ont permis de créer des espaces de dialogue et de paix durable, réduisant de manière significative les crises. Merci Yasmina, merci Clarisse d'avoir joué pour nous les journalistes du futur, des journalistes qui nous viennent donc d'un futur dans 50 ans. Et nous allons maintenant revenir tout de suite, maintenant, en 2025, pendant nos RAICT, pour interroger ce futur qui vient de nous être partagé, un futur prospectif, imaginaire, souhaitable, ce sera à vous de nous le dire. On a souhaité interroger cette question-là, d'une part parce que Cités Unies France, vous le savez, a 50 ans cette année, et c'est important de se pencher sur le passé pour mieux regarder ce que l'avenir pourra nous réserver en matière d'action internationale. Donc l'idée, avec cette plénière, c'est de prendre un peu de hauteur, de nous dégager des contingences immédiates qui parfois ne sont pas toujours réjouissantes immédiatement, pour nous interroger sur les défis que nous aurons à relever dans nos pratiques internationales, pour en faire une action toujours plus impactante, toujours plus utile, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. On s'amusera à reprendre cette perspective décrite par nos journalistes pour regarder comment nous pouvons faire avancer la coopération décentralisée. C'est donc un exercice prospectif avec un petit peu de détachement et une pointe d'humour, bien sûr, que nous vous proposons. Et pour ça, j'ai proposé à 4 panélistes de prendre part à cet exercice pour interroger le futur et donc le présent, puisque c'est aujourd'hui que nous le préparons, ce futur. Donc merci, un grand merci à chacun d'entre vous d'être là pour jouer le jeu de cet exercice prospectif. Je vous présente très rapidement. Donc nous avons avec nous, je commence par ma droite, Hugo Albuy, qui est volontaire, qui revient tout juste d'un volontariat, je le présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Katia Kruger, conseillère régionale en charge des coopérations décentralisées et de la solidarité internationale en Bretagne. Frédéric Chollet, que vous connaissez, délégué au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la délégation aux collectivités territoriales et à la société civile. Et enfin, Boris Tonhauser, directeur de Platforma,
pourra vous dire en quelques mots ce que Platforma est, si toutefois vous en avez besoin. Alors pour chacun de nos panélistes, je vais poser une première question. Et je vais peut-être tout de suite commencer par Hugo, puisque Hugo, vous revenez d'un volontariat en Mauritanie, dans le cadre d'une coopération décentralisée, celle de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et celle des régions, enfin en partenariat avec les régions de Nouakchott et de Brakna. Donc vous avez vu ce partenariat, vous l'avez plus que vu, vous l'avez incarné, vous l'avez fait vivre. J'imagine que cette expérience a marqué votre perception du monde, votre rapport à l'altérité, à la coopération. Moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est quels souvenirs marquants vous en avez, et peut-être nous dire pourquoi c'est peut-être dommage que cet exercice prospectif rapporté par nos journalistes du futur ne mentionne pas le volontariat. Donc voilà, pourquoi c'est pertinent, quels souvenirs marquants, et pourquoi peut-être cette touche serait à ajouter dans cet exercice de prospective. Je vous remercie. Merci à Cité Unifrance de m'avoir invité à prendre la parole en tant qu'ancien volontaire de solidarité internationale. Pour répondre, je vais répondre par la dernière question. Je pense que ça a été évoqué, le volontariat, car dans cet article qui nous invite à nous projeter sur l'avenir de la coopération, il y a un objectif essentiel qui a été évoqué, c'est celui qui est aujourd'hui un objectif qui constitue une réalité concrète et qu'on espère constituera pour les années à venir une réalité effective, c'est le tissage de liens entre les populations, notamment les jeunesses, et la favorisation d'espaces de dialogue et de savoir-faire autour d'expérimentation de politiques publiques territoriales. C'est en tout cas dans cette logique que j'ai effectué cette mission de volontaire de solidarité internationale en tant que chargé de projet en appui au renforcement et au dynamisme de 2 partenariats de coopération qui avaient été initiés entre la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et les régions de Nouakchott et du Brakna, il y avait un peu moins de 2 ans, soit en 2023. Les raisons qui m'ont amené à effectuer cette mission s'inscrivent déjà dans la logique d'un parcours que j'avais initié en sciences politiques, en politique comparée, et une certaine appétence, en effet, pour la saisie des enjeux de développement, pour les politiques publiques comparativistes, et aussi pour les enjeux de bonne gouvernance. J'avais pu bénéficier d'une première expérience d'immersion à la fin de mes études à l'AFD en Côte d'Ivoire, où j'avais pu travailler au suivi de partenariats, mais plus à l'échelle macronationale. Mais j'avais envie, dans ce début de carrière, de pouvoir travailler en appui à un partenariat qui s'inscrit plus dans le réel, plus proche des dynamiques locales, d'acteurs de terrain. Et c'est ainsi, très logiquement, que j'ai pu mener cette expérience. Mes missions principales visaient notamment à appuyer en lien avec les acteurs, notamment des 3 collectivités, du coup, dans ce cadre, à favoriser des projets qui répondent aux priorités partagées et aux priorités aussi locales de nos partenaires mauritaniens sur place et de favoriser l'échange et l'expertise de savoir-faire. Ce que j'en ai pu en acquérir, c'est une compréhension plus fine, on va dire aussi de la Mauritanie en soi, vu que c'était mon pays d'intervention, mais aussi du monde, des dynamiques locales, des réalités territoriales, dont la présence sur le terrain permet d'une certaine manière, et aussi de travailler avec ces réalités, d'où votre question sur l'altérité. En effet, travailler en partenariat, c'est aussi travailler avec différentes temporalités, différents types de priorisation qui sont bien divergentes d'un partenaire à un autre, même s'il y a des objectifs communs qui lient bien sûr les partenariats, et aussi des interprétations qui ont besoin d'être conciliées. Et de ces expériences que j'ai pu retenir, c'est vraiment ces moments qui étaient très importants, surtout que c'était des partenariats naissants, d'impulser, de favoriser une dynamique où le volontaire est amené à prendre une posture de médiation, d'écoute attentive, de compréhension et aussi de conciliation pour favoriser des projets structurants, générateurs d'impact, et aussi favoriser des diagnostics, des projets qui s'ancrent dans le réel. Et c'est bien sûr une des valeurs ajoutées que j'ai pu acquérir de cette expérience. Et c'est une expérience que je recommande
vivement pour toutes notamment les jeunes en sortant d'études qui souhaitent s'engager en gestion de projets internationaux, car en termes d'acquisition d'aptitudes, de responsabilités, de savoir-faire, c'est bien sûr une expérience essentielle pour une suite de carrière dans ce secteur, mais aussi pour des jeunes qui ont des vocations à faire valoir, car on le voit aujourd'hui, les programmes de volontariat requièrent des profils bien plus diversifiés, qui vont au-delà de la gestion de projet, des profils en ingénierie, ou sur plus les métiers liés à l'environnement, et bien plus une pluralité aussi de vocations aussi à valoriser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que effectivement, ces applaudissements montrent combien, avec votre jeune âge, vous avez une maturité sur l'expérience que vous avez traversée, qui, je pense, est à noter, et tout à votre honneur. Et ça nous amène à penser qu'effectivement, le volontariat, en tout cas cette ouverture des jeunes sur le monde, est quelque chose qui nous aide à construire des citoyens ancrés dans leur territoire, ancrés dans leur pays, mais ancrés dans leur planète, parce que je pense que tout est compatible, et que ce regard-là que vous avez est certainement indispensable à la construction de ce futur. Donc merci pour votre témoignage. Je me tourne maintenant vers Katia Kruger pour un petit peu la même question. Voilà, et on a décrit un tableau tout à l'heure avec nos journalistes, un peu original ou complètement original, décalé, souhaitable. Quelle réaction? Alors, c'est effectivement, merci déjà de m'avoir invité. On est quand même fraîchement adhérents, la région Bretagne, donc voilà. Alors, ce scénario, il est à la fois inspirant et un peu vertigineux, je trouve, parce qu'il est inspirant parce que la coopération décentralisée est enfin reconnue comme essentielle, et un peu vertigineux parce que justement, c'est les choix qu'on fait aujourd'hui ou qu'on ne fait pas, dont vont hériter les jeunes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, et puis ça montre très bien aussi le témoignage, la jeunesse, c'est quand même quelque chose sur laquelle avec laquelle on peut travailler et faire avancer la coopération décentralisée. Et je trouve l'exemple justement des volontaires très intéressant. En Bretagne, on a l'année dernière travaillé avec France Volontaire sur TEVO, territoire volontaire, et on a pu accueillir, on a voulu accueillir 4, on n'a pu accueillir que 3 parce qu'il y a un visa qui n'a pas été attribué, dans des lycées en Bretagne notamment. Et les témoignages à la fois des volontaires qui sont venus du Burkina Faso, de l'Inde, malheureusement pas d'Haïti, qui témoignent, eux, et les gens qui les ont accueillis, qui disent, mais en fait, ça a changé complètement notre manière de voir la coopération décentralisée. Ils ne mettent pas le mot, évidemment, là-dessus, mais ça a beaucoup bouleversé, dans un premier temps, mais profondément changé aussi le rapport à l'autre, et puis la découverte aussi de réalités qui sont par moments difficiles dans d'autres pays, mais qui peuvent être portées, du coup, voilà, des deux côtés. Mais je me dis aussi que ce scénario, il nécessite quand même aussi un engagement et une posture vraiment assumée, de dire, effectivement, la coopération décentralisée, elle est essentielle. Et je pense peut-être c'est ça qu'on manque encore aujourd'hui un peu, on souffre un peu de cette image, oui. Est-ce que c'est une variable d'ajustement ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on doit porter fort dans nos collectivités, et aussi de la part de l'État, en fait, de dire OK, c'est essentiel, on met les moyens sur la table. Ce n'est pas toujours le cas, et en ce moment, on le sait, il y a beaucoup d'élus des collectivités dans la salle. C'est très, très difficile, et ça devient de plus en plus difficile avec des collectivités qui se désengagent parce qu'ils ne peuvent plus porter les projets.
Merci aussi pour ce témoignage. Comme l'enjeu de la jeunesse a été évoqué, je saisis l'occasion pour vous informer toutes et tous que nous avons tout à l'heure signé avec l'Union nationale des missions locales une convention, parce que nous sommes absolument convaincus que cette ouverture internationale des jeunes et de tous les jeunes dans toute leur diversité, de toutes les jeunesses, est extrêmement importante pour construire ce monde de demain, pour ouvrir des perspectives et éviter de faire de l'autre effectivement un étranger. Notre narratif à faire évoluer, c'est probablement un enjeu qui est devant nous pour celles et ceux qui ont participé à la conférence d'hier au Sénat organisée avec l'Agence de développement et sous la houlette du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sujet-là a été évoqué et nul doute que nous continuerons d'y revenir aujourd'hui, mais dans les semaines et mois à venir, et peut-être a fortiori avec l'arrivée prochainement des élections locales pour le bloc municipal. Je continue mon tour de table en cédant la parole maintenant à Frédéric Chollet. J'imagine que cette projection est certainement très surprenante et déroutante, souhaitable, pas souhaitable. Voilà, je vous laisse vous exprimer. Merci Virginie et merci de m'avoir invité sur cette table ronde. Alors avant de parler de cette projection à 50 ans, je voudrais quand même revenir sur le témoignage d'Hugo et vous dire à quel point le volontariat de solidarité internationale, c'est un outil formidable d'influence, formidable pour atteindre les objectifs du développement durable et permettre aussi à de jeunes volontaires, ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge dans le volontariat de solidarité internationale, même si en moyenne ils ont une trentaine d'années, pour vous dire à quel point c'est une expérience extrêmement enrichissante. Et donc, comment dire, dans un contexte où l'aide publique au développement est souvent pointée du doigt, on peut voir à quel point, via le volontariat, on peut exercer une influence vers l'étranger, mais en même temps avoir un impact extrêmement positif sur nos jeunes et sur les territoires dont ils sont issus. Donc ça, c'était vraiment l'aparté volontariat. Alors maintenant, sur les projections. Alors vous savez, quand on est diplomate, on a du mal à se projeter parce que les relations internationales, et particulièrement en ce moment, elles sont extrêmement mouvantes. On passe d'une crise à l'autre. Et ce qu'on peut dire un jour n'est plus valable le lendemain. Je ne voudrais pas aussi, je dirais, prendre des positions au nom du ministère à 50 ans, parce que le ministre me dirait, mais comment est-ce que vous vous êtes projeté comme ça, tout seul, devant une assemblée? Non, mais juste pour vous dire que cette prospective qui a été mentionnée par ces deux jeunes demoiselles, c'est une prospective évidemment un peu science-fiction, mais néanmoins ça peut être, je dirais, une sorte de feuille de route pour nous. Vous savez qu'on a un ministre qui est extrêmement engagé sur la coopération décentralisée, qui veut la transformer, qui veut faire en sorte que l'action diplomatique qui est portée par la France se fasse en étroite concertation avec l'action internationale des collectivités territoriales. Et donc, en vue de cette, je dirais, diplomatie démultipliée, nous sommes presque condamnés à travailler ensemble en équipe France. Alors, si on essaye de se projeter, effectivement, on pourrait imaginer un État central, je dirais, plus modeste, ou un État central facilitateur qui reconnaîtrait l'action des collectivités territoriales comme un pilier stratégique
et une action des territoires qui serait le prolongement naturel de notre politique étrangère. Vous savez que les collectivités territoriales françaises, et le ministre aime à le dire dans ses déplacements, c'est le premier partenaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est à peu près 500 millions d'euros par an, tout cumulé, c'est-à-dire si on cumule l'aide publique, enfin la coopération décentralisée, la coopération transfrontalière, la mobilité des jeunes, l'accueil des réfugiés, notamment l'accueil des réfugiés ukrainiens, ça fait que les collectivités prises dans leur ensemble sont le premier partenaire du ministère. Et donc voilà, et donc on est je dirais, sur une trajectoire très enthousiasmante, difficile de se projeter à 50 ans, mais en tout cas, je pense qu'on va, on va vers l'avant et on va continuer à travailler encore plus étroitement ensemble. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attelle avec mon équipe. Merci. Merci beaucoup, cher Frédéric, de se prêter au jeu. Je sais que pour un diplomate, ce n'est pas forcément évident, mais de nous dire que finalement, je ne sais pas si nous arrivons un jour à ce tableau-là, mais en tout cas, il y a des évolutions que l'on peut constater aujourd'hui qui ne sont pas totalement opposées à ce qu'on voit dans ce tableau-là. Enfin, même question à Boris Thunhauser, directeur de Platforma. Peut-être vous pourrez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Platforma, dont Cité Genie France d'ailleurs est membre. Mais l'idée d'avoir un regard un peu plus européen, quelques réactions françaises là à chaud, mais au regard du prisme européen que vous portez à Platforma, quel regard sur ce tableau ? Merci beaucoup et surtout d'abord un grand merci pour l'invitation d'être là. Platforma, nous sommes un réseau européen des collectivités et leurs associations actives en matière de la coopération décentralisée, dont Cité Unie France est un membre fondateur de ce réseau depuis 2008. Donc pour nous, c'est vraiment la politique, les discussions, la connaissance, les matières au niveau européen où on essaye de travailler. Et surtout pour cette projection d'ici 50 ans, je me suis posé la question, comment ça a commencé ? Comment sommes-nous arrivés à cette vision où les villes, les régions, les collectivités sont vraiment au cœur de la gouvernance mondiale? Et je pense que tout a commencé en 2024, au sommet du futur, où le secrétaire général de l'ONU a créé un groupe consultatif sur les collectivités locales, sur les gouvernements locaux et régionaux, dont 3 maires européens sont membres de ce groupe consultatif. Donc il y a le maire de Londres, il y a la maire de Utrecht et bien sûr la maire de Paris, qui est membre de ce groupe. Et en fait, l'Assemblée générale en 2024 a demandé au secrétaire général de pérenniser ce groupe pour le futur. Et je pense que c'est la première base pour construire cette future dont le tableau parle. Franchement, avoir une coopération décentralisée pleinement intégrée dans les dynamiques internationales globales, le fait que les collectivités soient désormais des acteurs incontournables qui prouvent leurs expertises de terrain, surtout leur proximité avec les citoyens et leur capacité à innover. Je pense que les 3 éléments-là sont vraiment la base de cette vision de la faire exister. Merci beaucoup, Boris. Alors peut-être vivons-nous déjà, d'ores et déjà, les prémices de ce qui sera, de ce que ce futur est en train que nous avons dessiné. Peut-être que, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de construire, sans le savoir, avec ce que vous avez évoqué, ce futur que nous avons décrit. En tout cas, il y a des prémices. Merci beaucoup pour ce regard et cette mise en perspective. Je vais vous poser de nouveau une question à tous 4, celle des défis à relever pour renforcer cet engagement international des collectivités. Alors, il y en aurait beaucoup des défis, certainement. Je vais vous inviter à vous appuyer sur votre prisme, sur là où vous venez, pour nous dire quels sont pour vous les 2 principaux défis, 1 ou 2 ou 3, pour renforcer cet engagement international qualitativement, voire quantitativement. Et je vais redonner la parole à Hugo,
pour nous dire peut-être comment son expérience de volontariat a pu renforcer, de son point de vue, le partenariat entre la région sud et les deux régions mauritaniennes de Brakna et de Nouakchott. Je vous remercie pour votre question. De la rétrospective que je peux faire aujourd'hui, étant donné que cette mission est terminée, vis-à-vis de la contribution que j'ai pu avoir à ces deux partenariats de coopération, je pense qu'elle a permis de favoriser notamment l'ancrage de ces deux coopérations naissantes. Et le fait que j'ai été relais local sur place, c'est-à-dire envoyé par la région sud auprès des deux régions, j'ai pu faciliter d'une certaine manière une certaine compréhension, on va dire, des réalités locales, des priorités pour la partie bien sûr région sud, mais aussi favoriser un échange notamment plus sur les logiques de construction, de montage, de co-construction de projets, favoriser en fait des capacités d'intervention, des capacités de mobilisation et qui permettent de faciliter des synergies. Et c'est bien là le rôle du volontaire qui en fait constitue un outil, on va dire, et un levier d'animation mais aussi de continuité pour des coopérations et d'impact, car le volontaire permet, à travers mon expérience, de fluidifier les relations entre partenaires, aussi favoriser et mobiliser de l'expertise où les besoins sont attendus. Et c'est un outil, en effet, que je recommande pour les collectivités qui souhaitent renforcer ou initier des partenariats de coopération. Et au-delà même de la contribution du volontaire à l'opérationnalisation de projets, je pense que sa contribution est bien plus large. Il appuie en fait la construction de ponts, de liens humains solides, de relations de confiance aussi entre partenaires, et surtout que nous voyons aujourd'hui de plus en plus prendre forme des volontariats de réciprocité qui vont dans les deux sens et qui permettent aussi d'apporter une expertise de part et d'autre, surtout dans des enjeux qui sont de plus en plus communs, mais qui sont aussi propres à chaque réalité locale. On le voit par exemple sur les enjeux sur le changement climatique. Surtout dans les 30 prochaines années, pour apporter une petite contribution à l'article qui a été énoncé, nous aurons beaucoup à apprendre aussi de pays, on va dire, du Sud, même si c'est un terme qui reste à sujet. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense par ma contribution et au-delà la contribution du volontariat, c'est un vrai outil d'accélération, de construction de dynamisme, de coopération qu'il faut valoriser. En tout cas, une coopération qui n'est pas ancrée dans les réalités, qui ne saisit pas aussi les complexités, aura plus de difficultés à s'établir et à se pérenniser par la suite. Merci beaucoup pour votre témoignage, une fois encore, très clair. Je retiens donc non seulement que le volontariat pour vous est une expérience en tant que jeune de renforcement de vous-même, mais qu'il est effectivement, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, un puissant levier de renforcement de la qualité partenariale entre deux collectivités quand effectivement le volontariat se situe à l'interstice d'un partenariat de coopération décentralisé. Donc merci beaucoup. Je me tourne vers Katia Kruger à nouveau. Et pour la région Bretagne, alors pour la région Bretagne, pour une collectivité territoriale française, quels sont pour vous ces principaux défis à relever pour les collectivités pour atteindre une coopération décentralisée plus impactante, peut-être plus forte, plus visible ? Il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être deux vraiment très très importants. C'est à la fois, on l'a beaucoup dit, beaucoup entendu, c'est une question de moyens, tout simplement, mais aussi une question de cohérence. Alors, les collectivités innovent beaucoup, s'engagent dans les coopérations décentralisées, mais les marges de manœuvre sont de plus en plus fragilisées, en fait. Et il y a les baisses de financement, évidemment, il y a les tensions budgétaires à l'AFD, on le sait, et la baisse de soutien au
RRMA, en cours d'année, pour l'année même, ça fragilise évidemment toutes les dynamiques qui ont pu être mises en place. Et ça, c'est assez dur, je trouve. Et nous, en Bretagne, notre RRMA, va souffrir de ça. Ça affaiblit en fait tout le monde. Et il y a l'autre défi, ce que je disais par rapport à la cohérence, c'est entre la libre administration des collectivités territoriales et le cadre diplomatique de l'État. Vous l'avez dit, on est votre premier partenaire et qu'on est important, mais par moment, en fait, il y a prenons l'exemple du Sahel. On a en Bretagne vraiment un tissu associatif solidarité internationale important, très très fort. Il y a environ une cinquantaine d'associations qui interviennent ou qui intervenaient ou qui le font toujours dans le territoire du Sahel. Et en fait, on s'est retrouvés un peu dans une situation vraiment assez compliquée où on a essayé de mettre tout le monde autour de la table quand l'interdiction est arrivée de financer des projets qui sont dans cette zone-là. Effectivement, on a écrit un courrier à M. Chollet. On a essayé de mettre vraiment toutes les collectivités autour de la table en Bretagne pour dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que l'État en fait nous dit, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut encore subventionner et pas. Et la position, je dois dire, n'a pas été très claire et ne l'est toujours pas, et ce qui fait qu'effectivement il y a une disparité entre les collectivités qui reprennent petit à petit des subventions aux associations, par exemple au Burkina Faso. Mais du coup, on est un peu entre deux feux, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, c'est quoi la position qu'on doit tenir. Donc ça, c'est par moments un peu difficile. Je pense que nous, on essaye de créer des synergies entre collectivités en Bretagne, et peut-être des fois, il faut un tout petit peu plus de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales et l'État. Pas uniquement vers un autre pays, une autre région, une autre ville, mais entre nous, en fait. Il faut être partenaire, il faut pas... En fait, vous l'avez dit, c'est très bien, mais alors chiche, soyons vraiment partenaires forts là-dedans et parlons-nous et soyons clairs sur nos positions pour que nous, on puisse justement aussi être clairs avec les associations qu'on soutient. Voilà. Merci beaucoup, Katia Kruger, pour ce témoignage très, très, très personnel et très de terrain aussi. Hein. On sent qu'il y a tout l'enthousiasme qui est, les difficultés qui ressortent. L'enjeu des moyens, il est là, tout le temps, depuis toujours. Il se renforce clairement. Et si je dois faire un lien avec autre chose, c'est comment on fait en sorte de montrer que cette coopération internationale, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est pas la dernière roue du carrosse. Il faut la mettre au centre. Et c'est donc pas celle-là qu'il faut faire sauter dès qu'il y a une difficulté, parce que son coût est tellement faible au final quand on le regarde, quand on le lisse sur un budget de l'État ou sur le budget d'une collectivité. C'est généralement 0,2%, 0,3%. Grand maximum. C'est pas avec ça qu'on va faire les économies au sein d'une collectivité ou même au sein de l'État. Donc notre narratif à nous, à faire grandir, à faire évoluer, c'est de montrer combien cet investissement finalement est porteur de sens aujourd'hui, demain, et qu'il ne faut pas bien sûr le balayer d'un revers de main quand les difficultés se renforcent. Je retiens aussi l'importance des partenariats, je dirais plus largement des alliances entre acteurs, entre collectivités, entre réseaux, avec l'État, pour pouvoir faire avancer cette cause ensemble, parce que ça a été évoqué. L'État aussi a besoin de cette diplomatie et de ce concours des acteurs pour renforcer sa propre diplomatie. Je me tourne vers Frédéric Chollet. De votre point de vue, je suis entre les deux. De votre point de vue, voilà, les défis. Vous êtes un observateur vous avez pris vos fonctions il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Les collectivités, vous commencez à bien les connaître dans leur action internationale. Les principaux défis à relever pour elles, pour renforcer leur action internationale, lesquels vous verriez? Oui. Alors je vais quand même répondre aux deux attaques. Non, pour vous dire que, alors effectivement, j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans. Le premier gros dossier à traiter, ça a été le Sahel. Et donc les 3 pays effectivement du Sahel, que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Vous dire que on a été, je crois que c'était certainement la première fois, face à une situation qui était extrêmement compliquée. Elle était extrêmement compliquée parce qu'il y avait effectivement des liens historiques qui étaient tissés entre ces populations et les populations françaises et les collectivités territoriales, avec une très forte présence française via la coopération décentralisée et via nos ONG. Quand on a voulu lutter contre le terrorisme au Sahel, je dirais que le développement, c'était un peu le pendant du sécuritaire. Et donc on a effectivement investi massivement, et notamment dans ces 3 pays. Et puis, nous avons, je dirais, eu des processus de coups d'État. Enfin, ce n'étaient pas des processus, c'était des coups d'État. Avec l'arrivée de juntes, nous avons eu des ambassades et des personnels qui étaient menacés physiquement, y compris dans leur vie. Et par conséquent, il a fallu prendre des décisions qui étaient des décisions à la fois courageuses et difficiles. Et il a été décidé de faire du cas par cas, et donc d'analyser tous les projets et de voir ceux qu'on pouvait maintenir et ceux qu'on devait absolument retirer. La ligne qui a été fixée, c'était on maintient l'humanitaire, on maintient notre soutien aux défenseurs des droits de l'homme. Et ce qui est un peu tangent, ce qui est entre l'humanitaire et le développement, parce que la limite, elle n'est pas toujours évidente, on continue à répondre, enfin on maintient les projets lorsqu'ils répondent aux besoins essentiels des populations et qui sont mis en œuvre par la société civile. Et à partir de là, on avait des tableaux avec des centaines de projets. Et on disait là oui, là non, là c'est de l'humanitaire. Et quand c'était un peu tangent, quand ça concernait la santé des femmes, l'éducation des enfants, bien souvent on a maintenu. Mais ça a pris du temps, effectivement, ça a pris plusieurs semaines, mais c'était compliqué. Après, il y avait je dirais, il y a un droit d'initiative des collectivités. Donc, on a dit aux collectivités, nous, on ne cofinancera plus des projets de coopération décentralisés dans ces pays. On sait que vous avez des relations historiques et fortes avec les populations locales. Et donc, il y a aussi des considérations sécuritaires. C'est-à-dire que ces 3 pays ils sont en zone rouge. Et au regard du dispositif dont on dispose encore et dont on disposait après ces coups d'État, on ne pouvait plus assurer la sécurité des personnels des collectivités. Donc on a dit, n'y allez pas et donc faites le minimum. C'était un peu... voilà. Après, on sait que c'est très difficile. Il y a des collectivités qui ont des relations depuis 40 ans avec des collectivités territoriales de ces 3 pays du Sahel. Donc c'est très compliqué. Et donc on essaye de faire au mieux. Donc nous, on a une position qui est assez ferme. On a aussi une position qui vise à protéger nos concitoyens. Et on sait que vous aussi, vous avez ces considérations que vous avez mentionnées. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on puisse dialoguer pour aller de l'avant. Je reviens à la question. Sur les défis. J'en vois 3. Une diplomatie des territoires qui doit être pleinement intégrée. Donc, je l'ai dit, hein, les collectivités, c'est un levier diplomatique et de résilience et d'influence. On sait que les objectifs de développement durable sont à 65% mis en œuvre localement. Donc, évidemment, votre action est essentielle. Et c'est la raison aussi pour laquelle on organisera ces assises
à l'automne, les assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée, c'est justement pour tenir compte en équipe France de toutes les actions internationales. Deuxième défi, le défi écologique. On était récemment à Nice pour le sommet sur les océans. Vous savez qu'il y a cette grande coalition sur les villes et les régions côtières qui a été lancée à cette occasion. Et donc le défi écologique, il sera permanent, je dirais, dans les années qui viennent. Il l'est déjà. Nous, au niveau de la délégation, au niveau du ministère, on a lancé ce grand appel à projet pour les collectivités à destination des océans. Donc pour permettre à des collectivités françaises en partenariat avec des collectivités étrangères du littoral de pouvoir mener des coopérations décentralisées en lien avec les océans et que le ministère cofinancera. Donc voilà le deuxième défi, donc défi écologique. Troisième défi, je crois, la mobilité des jeunes. Hugo l'a évoqué, et donc faire en sorte que nous puissions à la fois déployer des volontaires dans les pays étrangers, notamment les pays du Sud, et puis accueillir des volontaires en réciprocité. Et donc, je crois que vous êtes les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices de ce qu'on appelle l'EXI, c'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. C'est maintenant, c'est avec vous qu'on travaille pour que la solidarité internationale, l'action internationale soit complètement, je dirais, intégrée à notre action diplomatique, et qu'elle puisse être, je dirais, perçue par les citoyens dans tous les territoires comme des actions positives et des actions qui concourent au développement de nos territoires, y compris en France. Donc voilà comment est-ce que j'imagine les défis auxquels nous ferons face dans les prochaines années. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, si je reprends ces trois principaux défis évoqués par Frédéric, renforcer la diplomatie des territoires, l'enjeu climatique, la mobilité des jeunes. Maintenant que je pose la question à Boris, à l'échelle européenne, est-ce que ces sujets-là sont aussi ceux que vous percevez comme des défis ou des renforcements à apporter à l'action internationale, ou en voyez-vous d'autres qui sont sensiblement différents? Je pense que c'est le même sujet qui résonne au niveau local, au niveau régional, au niveau européen. C'est toujours la même question des ressources, des moyens, de renforcer les collectivités au niveau local et au niveau régional. Je vais faire un petit regard du passé vers le futur également. Dans ce contexte, en 1951, le Conseil des communes d'Europe a été créé, qui aujourd'hui s'appelle CCRE, Conseil des communes et des régions d'Europe, un organisme qui a beaucoup appuyé pour renforcer le rôle et la reconnaissance des collectivités au niveau européen. Vous savez peut-être que nous avons depuis presque 40 ans une charte européenne de la gouvernance locale qui reste européenne. Je pense que le défi mondial est là pour renforcer la décentralisation dans tous les pays mondiaux. D'ailleurs, pour comparer, je viens de participer, assister à un colloque sur la charte de la gouvernance locale africaine. Et on a un peu comparé la charte africaine et la charte européenne. Et les défis sont là vraiment si on compare la charte européenne, qui est un document super élégant de 4 pages, de 10 articles, qui définit très bien les pouvoirs et les devoirs des collectivités d'ailleurs. Pourtant, la charte africaine, c'est un processus qui aboutit à un document qui a presque 50 pages et n'a pas encore été adopté par tous les pays africains ou membres de l'Union africaine. Donc, c'est vraiment la réticence de décentraliser, la réticence mondiale de renforcer le rôle de collectivité comme un pouvoir local de la gouvernance nationale, de la gouvernance internationale. Donc vraiment faire reconnaître pleinement les collectivités comme actrices de développement, comme actrices d'amélioration de la vie des populations locales, et bien sûr comme actrices diplomatiques
au niveau mondial. Je pense que c'est toujours des défis que nous devrons aborder, y compris au niveau européen, où c'est toujours une discussion avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, pour faire pleinement reconnaître ce rôle des collectivités locales et régionales dans la gouvernance européenne et bien sûr mondiale. Merci Boris, et c'est vrai qu'on ne saurait trop le rappeler, la coopération décentralisée ne peut avancer que si il y a une confiance des autorités centrales en direction des gouvernements locaux, et si c'est un dialogue qui existe dans tous les pays européens, parfois avec nos partenaires, ce dialogue est différent, parfois moindre que le nôtre, et chacune des actions que nous portons, que vous portez au niveau local, est aussi l'occasion de discuter entre vos partenaires, de susciter un dialogue entre vos partenaires locaux et leurs autorités centrales sur l'organisation de cette décentralisation ou l'organisation des pouvoirs locaux et leurs liens avec l'État central. Donc, c'est un plaidoyer que vous portez parfois même sans même vous en rendre compte. Et il est fondamental. Je vais terminer auprès de nos panélistes avec une dernière question pour vous demander à quoi ressemblera pour vous l'AICT, l'Action internationale des collectivités territoriales de demain. Peut-être en insistant sur ce que vous voyez déjà aujourd'hui, qui vous semble absolument essentiel comme valeur ou comme pratique, et que vous aimeriez retrouver dans 50 ans, que vous aimeriez considérer comme non démodable. Hugo, je vous laisse la parole avec votre regard et votre expérience. Je vous remercie pour cette question qui demande un exercice de projection assez important. J'ai l'intime conviction que l'action internationale des collectivités territoriales incarnera plus que jamais ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est-à-dire les principes de proximité et de réciprocité, dans un monde qui sera confronté à des crises systémiques de plus en plus grandissantes, mais aussi dans un monde où, on le voit aujourd'hui, il y a un changement de paradigme vis-à-vis de l'action publique, où l'action publique aujourd'hui se concrétise plus au niveau local. Ayant pu travailler en Mauritanie, j'ai été à un moment où la décentralisation était une étape de processus assez charnier dans le pays et aussi avancée, et qui s'inscrivait dans un espace aussi entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays de la sous-région aujourd'hui s'intègrent vers une vraie logique de décentralisation. Et comme ça a été rappelé par M. Chollet, que la plupart des objectifs de développement seront réalisés sur le local, plus de 65%. Pour les collectivités territoriales de part et d'autre, du nord et du sud, la coopération territoriale décentralisée sera un outil qui permettra de renforcer notamment l'expérimentation, l'acquisition de savoir-faire pour l'effectivité de politiques publiques qui permettront de répondre aux besoins de l'ensemble des territoires et des populations. Et de ce constat et de cette réalité se renforcera, je pense, le principe de réciprocité, car on assistera ainsi à une coopération qui se rééquilibrera aussi, qui sera peut-être moins verticale, moins descendante, vers des logiques d'échange équitables, des savoir-faire qui circuleront dans les deux sens, et des reconnaissances mutuelles de compétences locales et des projets copilotés qui pourront intégrer des logiques de coopération territoire du Nord et plusieurs territoires du Sud, des logiques aussi de coopération sur plusieurs territoires qui seront impliqués aussi pour répondre à des enjeux communs, tout en prenant les réalités locales, bien sûr. Mais aussi, je pense que l'action internationale des coopérations territoriales permettra aussi de rendre plus perceptible auprès des sociétés de chaque pays la réalité et l'effectivité des coopérations. Quand on le voit aujourd'hui dans un monde de plus en plus qui tend au repli, où la contestation de la coopération est de plus en plus décriée de part et d'autre, le fait qu'elle mettra en lien un réseau d'intelligence collective, qu'elle permettra la construction de ponts entre les populations, peut-être elle permettra de contribuer à un monde plus stable, plus favorisé autour des échanges et plus équitable. En tout cas, j'espère que l'action internationale des coopérations territoriales à l'horizon 2075 s'inscrira dans ce sens. Je vous remercie.
Quel plaidoyer, merci beaucoup. Merci. Vous donnez du sens à tout ce que les collectivités qui sont là portent. Merci beaucoup pour ce témoignage et quel plaisir de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu avec son prisme de jeune et de jeunes sur place. Donc, merveilleux ambassadeur de cette coopération. Je me tourne vers Katia. Quelle valeur, quelle pratique on garde dans 75 ans? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui et qu'on souhaite de tout cœur qu'il fasse sens encore dans 50 ans? Mais que dire? Après, voilà, je signe. Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Effectivement, oui, ce sera certainement, oui, c'est souhaitable que ça soit plus horizontal, plus inclusif, plus innovant. Mais on le sent déjà, c'est déjà là. Effectivement, cette réciprocité, le dialogue, le partage, etc. On le voit, juste pour donner un exemple, notre RMA RBS en Bretagne porte justement un projet multi-acteurs autour de l'agroéconomie avec, alors je veux dire, 5 pays partenaires, par exemple. Il y a la France, la Bretagne, Brésil, Bénin, Sénégal, Burkina Faso. C'est historiquement, ils étaient dans ce groupe et c'est devenu évidemment un peu plus difficile. Il y a 4 familles d'acteurs. Il y a des élus, il y a des paysannes, paysans, des chercheuses, chercheurs et de la société civile. Il y a 6 collectivités territoriales bretonnes qui participent à ce projet multi-acteurs qui existe depuis plusieurs années et où on voit en fait ça existe déjà, cette réciprocité, le dialogue, l'échange et je pense que c'est un exemple parmi d'autres mais qui montre c'est déjà là et puis c'est justement en soutenant ce genre de projet qu'on va avancer dans ce sens pour effectivement montrer que la coopération décentralisée est aussi un levier pour plus de justice sociale, pour plus de paix, même si c'est effectivement entre les États que ça se passe pour de vrai, mais nous on peut apporter très modestement peut-être notre petite pierre à l'édifice pour aller dans le bon sens. Effectivement, il y avait le défi, ce qu'on disait tout à l'heure du changement climatique et de peut-être aussi comment se déplacer, comment faire de la coopération décentralisée, décarbonée. Mais je me dis en 75, c'est bon, grâce à la coopération décentralisée, à travailler ensemble, on aura trouvé la manière de se déplacer complètement décarboné. On aura peut-être même trouvé des solutions au réchauffement climatique. Donc on pourra à nouveau se déplacer sans se poser la question et pour œuvrer pour la paix. Voilà, donc je pense qu'on va y arriver, je suis sûre même. Merci beaucoup. Je retiens des coalitions d'acteurs, des coalitions de pays, de la réciprocité que Hugo avait déjà évoquée. Voilà, toutes ces choses qui sont déjà en germe et qui peut-être sont à renforcer encore, mais à retrouver, on l'espère, dans 50 ans. Je me tourne de nouveau vers Frédéric Chollet. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'il y a de fort dans la coopération internationale des collectivités qu'on retrouve peut-être moins chez d'autres acteurs? Vous avez la chance d'être d'avoir un regard à la fois sur ce que portent les collectivités, mais aussi sur les acteurs de la société civile. Les pratiques sont différentes, les acteurs sont différents de nature. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de singulier, de particulier que vous souhaitez que les collectivités conservent et fassent grandir? Alors, je crois qu'il faut que chacun garde sa spécificité, mais qu'on dialogue et qu'on travaille ensemble. Il y a quelques jours, il y a la conférence de Séville sur le financement du développement. Je crois qu'on est dans une période de basculement. Vous savez qu'il y a eu des attaques extrêmement violentes qui ont été portées contre l'aide publique au développement. Il y a eu aussi une libération de la parole, je pense, après l'élection de Donald Trump, qui est venue jusqu'en Europe, qui continue.
Et donc, je crois qu'on est dans une période où on va devoir repenser nos concepts, repenser l'aide publique au développement, repenser, entrer dans des nouveaux paradigmes qu'on n'a pas forcément encore identifiés. Et donc, il va falloir réconcilier à la fois la lutte contre les inégalités mondiales et le défi climatique. Donc ça, c'est un défi qui est considérable dans une période où il y a quand même une tendance au repli sur soi, un repli sur soi qu'il va falloir combattre, et il va falloir le combattre ensemble, société civile, collectivité territoriale et je dirais diplomatie traditionnelle. Deuxième valeur, deuxième défi, la proximité. On l'a évoqué, le dialogue, une diplomatie compréhensible, lisible, qui répond aux besoins locaux, la réciprocité aussi, une diplomatie humaine, et donc ça, effectivement, il faudra qu'on l'apporte collectivement. Troisième valeur ou troisième défi, évidemment, l'ouverture. Hugo, vous êtes un digne représentant de cette ouverture, parce que vous êtes parti, vous êtes revenu, et vous portez maintenant un discours d'ouverture qui plaide en faveur, justement, enfin qui va nourrir ce nouveau paradigme. Dernière considération, moi je suis frappé en fait à la fois par la professionnalisation et par l'innovation de la coopération décentralisée. Effectivement, dans la période d'après-guerre, on était sur les jumelages qui ont eu leur utilité, hein, notamment dans la réconciliation franco-allemande. Et là aussi, on est sur une nouvelle ère, une ère très professionnalisante, très innovatrice. Et donc je suis plein d'espoir en fait sur cette diplomatie des territoires, en vue d'en faire une diplomatie collective et démultipliée. Et puis dernier point peut-être sur la coopération décentralisée, je pense que de plus en plus, alors qu'on va repenser nos instruments et notre aide publique au développement, je pense qu'il va y avoir un lien qui va se faire entre coopération décentralisée et la dimension économique. C'est-à-dire comment est-ce que des coopérations décentralisées peuvent emporter avec elles des entreprises de leur territoire, et comment est-ce que tout ça va se mettre en place pour que on emporte à la fois les diasporas localement pour tisser ces liens qui sont indispensables, comment on emporte des entreprises, et je crois que c'est la vocation de ces coopérations, c'est d'entraîner un territoire dans toutes ses composantes, et le ministère évidemment prendra toute sa part pour y parvenir. Merci beaucoup. Capacité d'entraînement, capacité d'innovation, effectivement, ce sont des qualités que l'on trouve déjà chez les collectivités territoriales et qu'on ne peut qu'encourager à développer, à renforcer. Cités Unies France se tient bien sûr à vos côtés sur ces questions-là pour continuer de creuser les façons de renforcer ces aspects-là. Je me tourne enfin de nouveau vers Boris pour vous poser la question de ce qu'on garde aussi avec, toujours pareil, ce regard européen, de ce qui est précieux dans cet engagement international des collectivités, de ce qu'on souhaite garder surtout à l'avenir pour que cette coopération décentralisée se renforce encore. Merci. Soit au niveau local, soit national, soit européen, on répète les mêmes messages qui sont des messages clés. La coopération décentralisée au développement, c'est la porteuse des valeurs qui sont très importantes, surtout dans le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde du repli sur soi, d'insécurité, de fragilité dans beaucoup de pays. Donc solidarité, réciprocité, résilience, ce sont vraiment des mots-clés que la coopération décentralisée porte dans tout le monde, en fait. Et je dirais, les défis sont globaux, mais les solutions sont locales. Global, c'est pas ailleurs, c'est ici. Global, c'est ici, dans cette salle. Global, c'est dans votre collectivité.
dans la rue où vous vivez, c'est global. Climat, égalité, inclusion, démocratie, toutes ces priorités se déclinent de manière concrète dans les territoires. Ça reste pertinent, ça reste important à jamais, je pense. Et peut-être pour conclure, aussi la coopération décentralisée ou l'action internationale des collectivités restera pertinente d'ici 50 ans certainement, parce qu'elle crée des ponts là où les États dressent parfois des murs. Merci Boris, ça fait en effet un très beau mot de conclusion. Mais avant de complètement conclure, comme nous avons encore quelques minutes, assez peu parce qu'on prendra un petit moment pour une mise à l'honneur dans une dizaine de minutes, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui souhaiteraient aussi répondre de façon succincte aux questions que j'ai pu soulever? Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter et surtout de faire assez court. Je vous remercie. Monsieur Ba, de l'ambassade de Mauritanie à Paris, en charge de la coopération des collectivités territoriales. Je salue Monsieur Chollet pour son intervention très brillante à l'égard des pays sahéliens. Je veux compléter simplement que le Sahel, quand cette action démarrait, elle a débuté au niveau de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui était à l'origine de l'existence des pays du Sahel, dont le siège se trouve actuellement à Nouakchott. C'était la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. C'est vrai que vous avez parlé des 3 pays qui ont eu des difficultés au dernier moment, compte tenu de l'implication du terrorisme dans ces zones. L'action de la France, la Mauritanie, est tout à fait favorable parce que nous avons pas mal de régions au niveau de la France qui ont des actions avec la Mauritanie. Nous avons la région de Dordogne, nous avons la région Centre-Val de Loire, nous avons la région Île-de-France et la région de PACA, province Alpes-Côte d'Azur, que vous venez de citer. Ce qui veut dire que nous croyons fortement à l'action des collectivités territoriales dans leur engagement et dans l'action qu'elles mènent dans les territoires des pays africains. Je pense que dans cette direction, on doit favoriser la diplomatie des collectivités territoriales à tout point de vue, parce que les élus partent, les actions et les populations demeurent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question devant. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Ndjenje Jeannette. Je suis chère UNESCO Santé sexuelle et droits humains RDC. Et puis, je suis aussi dans les cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa dans la gestion des déchets. Ma question est pour M. Boris et à M. Frédéric. Je pense que l'aide au développement a eu son trajectoire et que maintenant, il faut faire le toilettage. Maintenant, spécifiquement pour la RDC. La RDC a été injustement, comment dirais-je, jugée au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne. Je parle beaucoup plus au niveau du genre. La femme congolaise, elle a son job primordial, c'est la culture vivrière. Mais maintenant, elle a tous ces problèmes des terres. Maintenant, et qu'on va saucissonner ces aides au développement. Je ne sais pas, avec le problème de M. Trump, qui va faire, lui, le marketing capitalistique. Or, le marketing social est très important pour le développement durable, quoi. Et je vois bien M. Boris avec les sigles des 17 objectifs de développement. Comment vous allez faire pour pallier à ces problèmes de subvention?
Merci. Je vais prendre une dernière question et puis je vais peut-être laisser nos interlocuteurs réagir. Mais je ne sais pas s'ils arriveront à répondre à l'enjeu de la question que vous soulevez. Mais... Moi, c'est Dr Bamba Bouaké. Je suis le maire de Ouarofla en Côte d'Ivoire. Bon, de profession psychologue que j'enseigne. Je crois bien que quand j'ai suivi les différents débats, moi j'ai une question qui me taraude. On parle de coopération décentralisée. C'est franchement beau. On ne parle plus de jumelage, on parle de coopération. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une plateforme qui permet à telle collectivité d'aller vers telle autre collectivité? Parce qu'il y a eu un autre panel avant celui-là, où est-ce qu'il y a eu des implications consulaires. Donc ma question principale, c'est ça. Effectivement, il faut qu'on dépasse les discours. Il faut qu'on opérationnalise cette coopération. Comme généralement c'est de gagnant-gagnant, on peut voir les différentes offres. Celui-ci peut aller faire celui-là comme des aimants. Il va falloir qu'on aille dans ce sens. Une plateforme qui permet à chaque collectivité de cibler ses intérêts et que ce soit réciproque. Merci. Merci. Alors, je suis désolée, nous sommes très tenus par le temps et il y a ensuite un déjeuner, donc je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions. Moi, je vais inviter nos différents intervenants à réagir sur ces questions qui peut-être dépassent parfois notre champ. Mais... Bon, je vais essayer de répondre. Merci, madame, pour votre question. Alors, c'est vrai que la baisse de l'aide américaine, elle nous est arrivée subitement. Et donc, ce n'était pas une bonne nouvelle, puisque l'USAID, c'était à peu près 45% de l'aide publique au développement. Évidemment, ce départ, il est dramatique pour les populations. Je lisais un article dans une revue scientifique anglo-saxonne récemment qui disait que la fin de l'intervention de l'USAID, c'était 14 millions de morts dans le monde. Effectivement, c'est autant de personnes qui n'auront pas accès à des traitements, qui vont devoir renoncer à leur éducation, etc. Donc, les effets, effectivement, sont dévastateurs. Alors, dans un environnement, effectivement, qui n'est pas réjouissant, on va faire au mieux pour essayer de compenser. Alors, l'Europe, évidemment, y prendra toute sa part. La France également, même si, effectivement, on est aussi dans une économie qui doit faire face à la menace en Ukraine, des crises qui émergent un peu partout. Et donc voilà, on fera au mieux pour essayer de compenser, mais on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Et puis, il faudra être innovant, il faudra faire appel à des financements privés. Et quand je disais qu'il fallait repenser ce paradigme, c'est peut-être en allant vers des sources de financement auxquelles on ne pensait pas. On parle d'aide publique au développement, il faudra aussi parler davantage de mécénat, peut-être d'aide privée aussi au développement. Et donc tout ça, il faut le penser ensemble. Pour répondre à monsieur sur, vous posez la question de cette mise en relation de collectivités étrangères vers des collectivités françaises. En fait, une plateforme, ça ne répondrait pas complètement aux besoins, parce que tous les partenariats, ils se font en fait sur des connexions qui sont avant tout humaines. Et quand bien même vous avez une collectivité ivoirienne, par exemple, qui dirait nous, on cherche une collectivité française, voilà ce qu'on recherche, vous trouveriez pas forcément sur la plateforme l'équivalent. Je crois que la meilleure façon de travailler, alors vous pouvez vous appuyer sur la délégation, alors même si on ne peut pas, effectivement, pour toutes les collectivités qui nous sollicitent, trouver leur équivalent en France, mais en travaillant avec Cité Unie France, en travaillant avec les groupes pays, vous pouvez en fait essayer via votre réseau, via des Français qui sont en Côte d'Ivoire, qui eux-mêmes ont des relations avec des collectivités, peu à peu, trouver des équivalents. Je crois que la chose la plus importante quand on veut faire un partenariat ou un jumelage, c'est de trouver une accroche.
Alors l'accroche, ça peut être, voilà, c'est deux collectivités du littoral, par exemple, et donc qui font face à la montée des eaux. Ça peut être, moi, lorsque j'étais aux États-Unis, par exemple, on avait imaginé un partenariat entre la ville du Mans et Indianapolis, parce que il y a les 24 heures du Mans, il y a les 500 miles d'Indianapolis, et donc voilà, chaque année, c'est un événement qui a lieu, et donc ça permet des échanges qui ensuite vont déboucher sur d'autres types de collaboration, de coopération. Mais en fait, il faut que vous trouviez l'accroche, et cette accroche, bien souvent, c'est quand même, elle passe par des connexions et des contacts humains. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre demande, mais la plateforme ne répondra pas complètement aux besoins. Merci beaucoup. J'ai envie de dire, une des bonnes méthodes, c'est d'être là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, ça c'est une plateforme humaine et vivante. Boris. Très vite, parce qu'on en manque un tout petit peu de temps, mais je vous remercie pour ces questions très importantes. Et peut-être, j'aurai pas toutes les réponses tout de suite. C'est juste pour souligner que l'Union européenne, nous ne sommes pas l'Union européenne, nous sommes vraiment un organisme qui rassemble des collectivités. Et nous sommes un partenaire de l'Union européenne, représenté par la Commission européenne, et nous essayons de faire notre plaidoyer depuis 2018, autant que plateforme, pour soutenir ce rôle des collectivités, ce rôle des jumelages, des cas de coopération décentralisée, pour améliorer la vie dans tout le monde. Et même avant cette situation de USAID et des coupes de budget qui sont partout, pas seulement aux États-Unis, mais il y a plusieurs pays européens qui eux-mêmes ont coupé leur budget pour développement, pour l'aide, qui pour nous c'est une crise d'humanité, en fait presque, de confronter. Néanmoins, l'Union européenne reste le plus grand bailleur au développement autour du monde, et j'espère qu'on va convaincre l'Union européenne de continuer ce travail, de donner soutien au développement dans tous les pays. L'Union européenne aussi face à la crise de radicalisation politique dans plusieurs pays. C'est un autre défi qui est contre ces valeurs, qui est contre nous. Et dans son budget, il y a un budget de l'Union européenne qui s'appelle cadre pluriannuel financière, accorder 500 millions d'euros pour donner soutien à la décentralisation, à la gouvernance locale. Donc on espère que dans le futur, dans le futur cadre pluriannuel budgétaire qui va commencer 2028 et dont les négociations vont commencer d'ici peu, mi-juillet, on espère que la Commission va publier les premiers projets de ce budget futur. On va rester dessus, on va veiller qu'il y ait toujours un soutien pour les collectivités, qu'il y ait toujours un soutien pour la coopération décentralisée, en coopération avec des membres du Parlement européen, les eurodéputés, mais également avec des pays membres. On espère que les gouvernements qui sont toujours favorables, qui donnent un soutien à ce travail des collectivités, qui vont nous soutenir aussi au niveau européen, au Bruxelles, dans le Conseil de l'Union européenne, qui vont voter pour soutenir la coopération décentralisée et le rôle des villes et des régions dans le développement mondial. Merci. Est-ce que, Katia, Hugo, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, je vous propose d'arrêter là notre plénière. Je remercie très chaleureusement chacun des panélistes d'avoir joué le jeu. Les questions n'étaient pas évidentes. Le tableau de départ surprenant. Donc, merci beaucoup. Et je cède tout de suite la parole à Simone Giovetti pour mettre en valeur et remettre un petit cadeau à toutes les collectivités participantes au relais de la COPDES. Oui, merci beaucoup. Ne nous quittez pas tout de suite. Le déjeuner vous attend. Mais on voulait remercier les collectivités qui ont participé au relais de la coopération décentralisée. Donc, j'invite à nous rejoindre à la tribune donc M. Jacques Cabane, M. Jean-Marie Tétard, j'espère que vous êtes là, Mohamed El Ghazili, conseiller municipal de Nancy, Sante-Rose Caquin,
vous êtes là, venez. Flavie Bouquenoufa, adjointe au maire à la ville de Rennes. Madame Claire Hart, Montpellier. Patrick Géroudet, Chartres. Sophie Grandjean de Crolles. Léonore Monconnuy, maire des Poitiers. Madame Hélène Douvivier, vice-présidente Lyon Métropole. Véronique Bertol, Emmanuel Carroz également, vous êtes là. Je ne sais pas si vous voulez monter à la tribune, n'hésitez pas. Alors, vous êtes les quelques représentants d'un relais qui a concerné plus de 20 étapes partout en France métropolitaine et d'outre-mer. 30 000 kilomètres parcourus pour défendre la coopération décentralisée. Donc, on vous remercie vraiment chaleureusement pour votre engagement. Je ne sais pas, Virginie, si tu veux dire quelque chose de plus pendant que mes collègues distribuent les quelques cadeaux qu'on a prévus pour vous. Merci beaucoup. Alors, je me décale un peu déjà. D'ailleurs, je vous invite à applaudir. Alors, pendant que nos stagiaires, que je remercie beaucoup, distribuent des cadeaux souvenirs de ce relais de la COPDES, j'en rappelle quelques éléments de contexte. 50 ans de CUF, un relais de la COPDES à l'image du relais de la flamme olympique, pour mettre en valeur chacune des actions que vous portez localement. Merci d'avoir joué le jeu. Si je ne m'abuse, je crois que 30 000 kilomètres ont été parcourus avec ce relais. Des initiatives aussi diverses que surprenantes. Je ne pourrais pas toutes les décrire, mais vous pourrez, auprès de chacun d'entre eux, maintenant qu'ils sont identifiés, aller vous renseigner sur ce qu'ils ont fait. En tout cas, merci d'avoir pris l'opportunité de ce relais pour célébrer avec nous les 50 ans de Cités Unies France et l'action internationale des collectivités territoriales que vous portez avec panache sur chacun de vos territoires. Merci de votre engagement à nos côtés et félicitations à vous. Et j'invite maintenant pour une grande photo. Je ne peux pas vous donner malheureusement la parole à tous les uns les autres parce qu'on est un petit peu trop nombreux et puis je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont un petit peu faim à cette heure-là avancée de la matinée. Mais je voudrais, avant qu'on quitte cette salle, inviter les élus du réseau de Cités Unies France et un représentant par pays à nous rejoindre sur la tribune pour une photo. On va être nombreux, mais ça devrait tenir. Une grande photo de famille. Il y a un photographe qui va faire la photo, donc je vous invite, les élus du réseau de membres de Cités Unies France et les partenaires à nous rejoindre pour une photo souvenir de ces rencontres de l'Action internationale des collectivités. Oui. Bon, ça va. Voilà, c'est exactement ça, les filles. J'attends un peu. On est nombreux. J'attends un peu. Ça marche pas là? Ça marche pas du tout. Oui, après. Faire défiler et je On va rentrer, je vous en prie, rejoignez-nous. Bon, c'est pas... Et alors, monsieur qui est devant, on a le photographe. Ah oui, monsieur. Attendez, remettez le... On a un photographe professionnel qui est en vert, on le regarde s'il vous plaît. Merci. Non mais c'est bon, monsieur est tombé, c'est pas grave. J'attends la photo et après j'annonce.